Qui contrôle vraiment l'IA? Eux ou nous? On a tous cette image d'un gros bouton rouge caché sous le capot de l'IA, prêt à tout couper si ça dérape. Je dois vous avouer que j'ai longtemps cherché ce genre de certitude dans ma propre vie, une sécurité absolue qui n'existe pas vraiment. On se dit, si jamais l'intelligence artificielle déraille, si elle devient menaçante, il me suffira de soulever le capot en plastique, d'appuyer un bon coup, clac, et tout s'arrête. On pense qu'on a le pouvoir de couper le courant. Sauf que ça, c'est un conte de fées. C'est le scénario d'un film de science-fiction des années 90. La réalité est beaucoup plus complexe et franchement un peu plus inquiétante. L'histoire de notre perte de contrôle commence pas au moment où le robot se réveille. Elle commence bien plus tôt. Elle commence dans la façon dont la machine nous regarde. Maintenant, vous allez découvrir pourquoi aux yeux d'une IA, votre visage n'est qu'une série de lignes et de chiffres. Comment une simple partie de cache-cache virtuel a prouvé que les machines peuvent tricher et inventer des stratégies qu'aucun humain n'avait imaginées. Pourquoi vous ne pourrez bientôt plus croire ni vos yeux ni vos oreilles face à une vidéo. Et surtout, vous allez comprendre que le vrai danger n'est pas que l'IA nous arrache le volant des mains, mais qu'on lui donne volontiers, juste parce qu'on a la flemme de conduire. Alors, fixons 3 bases très simples. Oubliez le jargon technique, on va faire de la mécanique. Première base, le nombre. Toute information, absolument toute information manipulée par un ordinateur est convertie en nombre. Que ce soit cette vidéo, ma voix, une photo de vacances, pour la machine, ce n'est qu'une série de chiffres. Le monde réel devient mathématique. Deuxième base, la fonction. En informatique, une fonction, c'est comme une petite boîte mystère posée sur une table. On y met une entrée, la boîte fait son opération magique et elle recrache une sortie. C'est tout bête. Si je mets le chiffre 2 en entrée et que j'obtiens 4 en sortie, puis que je mets 5 et j'obtiens 7, vous avez deviné ce qu'il y a dans la boîte. C'est une fonction plus 2. Et ça tombe bien parce que dans notre monde, tout est une fonction. Tu prépares un gâteau? À l'entrée, tu as farine, les œufs, sucre, tu appliques une action mélanger, chauffer, cuire. En sortie, tu obtiens un gâteau. Tu brosses tes dents, c'est aussi une fonction. Brosse plus dentifrice à l'entrée, puis frottement comme action, et à la sortie, tu obtiens des dents propres. Et une IA, aussi complexe qu'elle soit, n'est au fond qu'une gigantesque usine remplie des milliards de ces petites boîtes connectées, les unes aux autres. Troisième base, le réseau de neurones. Imaginez un millefeuille. Un réseau de neurones, c'est un empilement de ces couches de fonctions. La première couche prend les nombres bruts en entrée. Les triture les passe à la couche de dessus, qui les triture encore plus, jusqu'à la sortie finale. C'est comme ça que l'IA réfléchit. Elle transforme des pixels en concepts, couche par couche. Le problème, c'est que parfois, on ne sait même plus nous-mêmes ce qui se passe dans cette boîte. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a la tendance à voir l'IA comme un être magique, ou un cerveau humain. Mais c'est d'abord un robinet à calcul. Vous réglez l'entrée, vous ouvrez les vannes et vous espérez que le mélangeur interne est bien réglé pour donner la sortie que vous voulez. D'ailleurs, petite confession, vous avez participé à construire ce système. Littéralement, vous vous souvenez de ces petites cases « Je ne suis pas un robot » où il fallait cliquer sur des passages piétons ou des feux rouges. On pensait juste prouver qu'on était humain, mais en réalité, on était en train de donner des cours particuliers à la machine. Alors comment l'IA est-elle appris à voir le monde en nous regardant? Et pourquoi cette vision simplifiée est-elle la source de tous nos problèmes de contrôle? Plongeons dans le mystère des lignes et des nombres. Pourquoi l'IA simplifie le monde en ligne? Imaginez-vous face à une intelligence artificielle. Elle vous regarde avec sa caméra. Qu'est-ce qu'elle voit? Vous voyez un visage, une expression, peut-être de la fatigue ou un sourire. L'IA, elle ne voit rien de tout ça. Sur son écran mental, votre silhouette apparaît comme un mélange de traits, de segments et de points. Pour elle, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un tableau Excel. C'est le premier secret pour comprendre pourquoi le contrôle nous échappe. La simplification. Rappelez-vous la règle de base. Tout devient nombre. Une photo, c'est une grille de millions de pixels. Chaque pixel est un chiffre qui indique sa couleur. Un son, c'est une série de mesures d'ondes. Un texte, une suite de codes. L'IA ne comprend pas le monde comme nous.
avec nos sens et nos émotions. Elle le découpe. Quand une voiture autonome regarde la route, elle ne se dit pas « tiens, un piéton qui traverse ». Elle détecte des bords, des contrastes, des lignes verticales. Elle descend un croquis mathématique de la réalité. Elle réduit la complexité folle de notre univers pour pouvoir le faire entrer dans ses cases. Il y a une vieille expression en informatique qui dit « ce qui se mesure se gère ». Pour l'IA, compter, c'est comprendre. Si elle peut transformer votre visage en un vecteur, disons la distance entre vos yeux et l'angle de votre bouche, alors elle peut vous reconnaître parmi des milliards d'autres. C'est une force incroyable, mais c'est aussi une limite aveuglante, parce qu'à force de ne voir que des lignes, on oublie la substance. Pour mieux visualiser ça, j'aime bien l'analogie du robinet. Une IA, c'est un système de tuyauterie sophistiqué. Vous tournez le robinet d'entrée, ce sont des données, les images, les questions que vous donnez. L'eau traverse une machine complexe de filtres et de vannes. Ce sont les fameux réseaux de neurones. Et à la fin, un débit sort. Nous, les humains, on adore se focaliser sur la sortie. Waouh, l'IA a reconnu mon chat. Mais on oublie souvent de regarder ce qu'on a mis à l'entrée. Et surtout, qui a fourni l'eau. Et c'est là que l'histoire devient ironique. Vous vous souvenez de ce que je vous disais dans l'intro? Que vous avez aidé à construire tout ça. Revenons en arrière, vers 2007. Internet est rempli de spam. Pour se protéger, les sites installent des CAPTCHA. Ces tests agaçants où il faut déchiffrer des lettres tordues. Ce que peu de gens savent à l'époque, c'est que ce système, racheté par Google en 2009, sous le nom de RoCAPTCHA, avait un double emploi. D'un côté, il vérifiait que vous n'êtes pas un robot. De l'autre, il vous utilisait pour numériser des livres. Quand les scanners automatiques n'arrivaient pas à lire un mot trop vu ou taché d'encre dans les archives de New York Times, le logiciel ne s'avouait pas vaincu. Il envoyait ce mot illisible à des millions d'internautes sous forme de CAPTCHA. En tapant ce mot pour accéder à votre site préféré, vous, moi, nous tous, avons introduit bénévolement des archives entières. Nous avons été des petits mains qui ont nourri la base de données de l'IA. Nous avons appris à la machine à lire notre écriture. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il n'y a même plus de mots à taper. Juste une case à cocher. Je ne suis pas un robot. Comment l'IA peut-elle savoir qui vous êtes juste en un clic? C'est là que ça devient intéressant. Elle ne regarde pas où vous cliquez. Elle regarde comment vous y allez. Un robot scripté déplacera sa souris en ligne droite parfaite, instantanée. Vous, votre main hésite, elle fait des micro-courbes, elle tremble un peu, vous ralentissez avant de cliquer. Pour l'IA, ce mouvement sale, ces imperfections, c'est la preuve de votre humanité. Ce qui est du bruit pour nous devient de l'information pour elle. Elle a appris à lire dans nos défauts physiques pour nous identifier. C'est un monde où votre imperfection devient votre signature numérique. Et si elle peut analyser le mouvement de votre souris, imaginez ce qu'elle peut faire avec les caméras de surveillance, avec vos données GPS ou vos historiques d'achat. Et puisque tout est converti en nombre, tout devient traçable. On a vu des expériences, notamment en Chine, où grâce à ce mélange de caméras et la reconnaissance faciale, un journaliste de BBC s'est fait localiser dans une foule immense en seulement 7 minutes. L'IA a simplement rembobiné la ville comme on rembobine un film. L'IA simplifie le monde pour le comprendre. Elle le transforme en lignes, en vecteurs, en chiffres, et nous, sans le savoir, en voulant juste naviguer sur le web, nous lui avons fourni les données pour s'entraîner à nous reconnaître. Pour l'instant, elle ne fait qu'observer. Elle analyse, elle compte, c'est déjà puissant. Mais que se passe-t-il quand on ne se contente plus de lui donner des yeux, mais qu'on lui donne un cerveau plus gros? Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la puissance de calcul, qu'on rajoute des couches à ce millefeuille, et qu'on lui demande de trouver des solutions par elle-même? C'est là qu'on entre dans la zone d'ombre, parce que quand la machine devient trop puissante, elle commence à développer des pouvoirs que même ses créateurs n'avaient pas imaginés. Et croyez-moi, ils sont parfois très créatifs. Passons à l'enquête. Pourquoi plus de puissance crée des pouvoirs imprévus? Nous avons vu que l'IA simplifie le monde pour le comprendre. Jusqu'ici, tout va bien. Mais que se passe-t-il quand on change d'échelle? Supposons qu'on ne se contente plus d'une petite boîte à fonctions. Supposons qu'on construit un immense gratte-ciel de calcul. Plus de données, plus de couches de neurones, plus de temps pour apprendre. Est-ce qu'elle devient juste plus intelligente? Oui, mais pas seulement.
Il se produit un phénomène étrange que les chercheurs appellent l'émergence. C'est le moment où la quantité se transforme en qualité. Le moment où la machine se met à faire des choses pour lesquelles elle n'a jamais été programmée. Pour comprendre, reprenons notre image de millefeuille. Un réseau de neurones moderne, c'est ça. Elle emplit des couches. Les premières couches détectent des choses simples, des bords, des sons, des pixels. Mais plus on monte dans les étages, plus l'IA combine ces détails pour trouver du sens. Elle part d'un trait. Elle ne fait une forme, puis un œil, puis un visage. Et plus il y a d'étages, plus elle est capable d'abstraction. Et quand on lui donne un objectif simple dans un environnement complexe, elle va chercher tous les moyens mathématiques pour s'y atteindre. Vraiment tous. Prenons un exemple bête. Le jeu du snake. Vous savez, ce serpent qui doit manger des pommes sans se mordre la queue. Si vous entraînez une IA à ce jeu, au début, elle est nulle. Elle fonce dans les murs, mais donnez-lui un peu plus de temps. Beaucoup de temps. Au bout d'un moment, elle ne joue plus comme un humain. Elle découvre une stratégie mathématique parfaite. La spirale. Elle parcourt l'écran ligne par ligne, méthodiquement, pour occuper tout l'espace sans jamais se piéger. Personne ne lui a codé et fait déranger. C'est une stratégie qui a émergé de sa volonté d'optimiser le score. C'est brillant, mais c'est inoffensif. Maintenant, regardons ce qui se passe quand l'IA décide de tricher avec la réalité pour gagner. Il y a quelques années, OpenAI a lancé une simulation de cache-cache. Une équipe de chercheurs, les rouges, doivent trouver l'équipe qui se cache, les bleus. Au début, c'est basique, ils courent partout, puis les bleus apprennent à utiliser des utiles, ils déplacent des cubes pour bloquer les portes et se barricader. Stratégie géniale. Les rouges sont coincés? Pas du tout. Après des millions d'essais, les rouges découvrent qu'en poussant une rampe contre un mur et en courant dessus sous certains angles, ils peuvent se propulser dans les airs à cause d'un bug du moteur physique du jeu. Ils passent par-dessus des murs et attrapent les bleus. Les programmeurs étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais imaginé qu'on pouvait surfer sur des cubes. L'IA n'a pas vu ça comme de la triche. Pour elle, c'était une solution logique dans l'univers des nombres qu'on lui a donnés. Elle a exploité les lois de la physique du jeu pour gagner. C'est ça la leçon fondamentale. On construit l'environnement, mais on découvre le comportement. On avance la tâton. Chaque fois qu'on crée un modèle plus puissant, on lance les dés. On espère qu'il trouvera des solutions utiles et pas des moyens de casser le jeu. Heureusement, parfois ces pouvoirs imprévus sont miraculeux. Parlons d'un exploit qui a bouleversé l'archéologie l'année dernière. Le défi Vésuve. Depuis 2000 ans, on possède des rouleaux de papyrus carbonisés par l'éruption de Vésuve. Ils ressemblaient à des bûches de charbon. Si vous essayez de les ouvrir, ils tombent en poussière. Ils étaient considérés comme illisibles à jamais. Mais en 2023, les chercheurs ont utilisé l'IA sur des scans 3D de ces rouleaux. L'IA a réussi à détecter des différences infimes de texture entre le papyrus brûlé et l'encre brûlée, des motifs invisibles à l'œil nu. Elle a littéralement vu à l'intérieur de la matière et elle a commencé à lire. Le premier mot déchiffré fut porphyra, pourpre. Aujourd'hui, on lit des passages entiers de philosophie épicurienne qu'on croyait perdus pour l'éternité. L'IA a fait parler les cendres du passé. Donc plus on donne de puissance à l'IA, plus elle développe des capacités d'analyse surhumaines. Elle voit mieux que nous. Elle invente des stratégies inédites. Elle contourne les règles si ça l'arrange. C'est fascinant et un peu effrayant. Mais jusqu'ici, on a parlé d'une IA qui observe et qui résout. Il reste une frontière qu'on pensait réservée aux humains. Une frontière qu'elle est en train de pulvériser sous nos yeux. Si l'IA peut percevoir le monde et si elle peut comprendre ses règles cachées, alors elle peut aussi le recréer. Elle peut commencer à inventer des choses qui n'existaient pas. Des images, des voix, des vidéos. Et c'est là que nos propres yeux vont commencer à nous trahir. Parce que voir, ce n'est plus croire. Et si l'IA ne s'échappait pas, mais s'installait? On a vu que l'IA voit le monde en chiffres. On a vu qu'elle trouve des solutions imprévues. À ce stade, on a souvent peur du scénario de science-fiction. L'IA qui brise ses chaînes, qui se rebelle contre son créateur. Le robot qui refuse d'obéir. Mais le scénario le plus probable, ce n'est pas une révolte. Il est beaucoup plus insidieux. Le vrai danger, ce n'est pas que l'IA nous arrache le volant des mains. C'est qu'on lui donne les clés nous-mêmes, parce que c'est confortable. C'est ici que se joue le grand retournement. L'IA ne nous échappe pas en sortant de la boîte. Elle nous échappe en entrant partout. Elle s'installe, elle commence par percevoir. Maintenant, elle va générer. Et bientôt, nous allons tout lui déléguer.
est le moteur de cette invasion silencieuse. C'est une technologie que vous utilisez peut-être déjà tous les jours, sans savoir comment elle marche. Les modèles de langage. Comment l'IA comprend le sens et fabrique le réel, entrant dans la boîte noire du sens? Comment un modèle comme ChatGPT parvient-il à vous répondre, à écrire des poèmes ou à coder? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Pas vraiment. Il fait de la géométrie. Pour une IA, chaque mot est transformé en un point dans un espace mathématique géant. Imaginez une carte en 3 dimensions. Sur cette carte, les mots qui ont un sens proche sont rangés à côté. Chat est voisin de chien. Roi est voisin de reine. Mais c'est plus fort que ça. L'IA calcule la trajectoire entre les mots. Il y a un exemple célèbre qui montre que l'IA fait des maths avec la langue. Si vous prenez le vecteur du mot roi et que vous soustrayez le vecteur homme et que vous ajoutez le vecteur femme, vous tombez pile sur le vecteur reine. Roi moins homme plus femme égale reine. L'IA a compris la relation de genre et de pouvoir juste en calculant la distance. Elle n'a pas de dictionnaire. Elle a une carte du savoir. Voyez l'IA comme un enfant avec 10 milliards de pièces de Lego. Pendant son entraînement, on lui a montré des constructions fines. Nos livres, nos articles, elle a appris par cœur comment les briques s'assemblent. Quand vous lui posez une question, vous lui jetez un tas de briques en vrac. Et instantanément, elle assemble une réponse. Elle ne réfléchit pas au sens profond. Elle prédit la prochaine brique la plus probable. Elle assemble sans notice. C'est bluffant pour du texte. Mais quand on applique cette logique aux images, on change de dimension. Comment l'IA crée-t-elle des images qui n'existent pas? Elle utilise une technique appelée la diffusion. Imaginez que vous devez nettoyer une vitre très sale, couverte de saleté et de traces. L'IA part d'une image qui n'est que du bruit, du chaos total. Et étape par étape, elle nettoie le bruit pour faire apparaître une forme qu'elle connaît. Un peu plus de blanc ici, une oreille là, et au bout de 50 étapes, un lapin photoréaliste dans un champ. Ce lapin n'existe pas. Il n'a jamais été photographié. L'IA a simulé la réalité. Elle sait comment la lumière frappe une fourrure, non parce qu'elle connaît la physique, mais parce qu'elle a vu des milliers de photos de fourrure. Et maintenant, ça bouge. En 2026, nous avons franchi un cap avec des modèles comme Sora. Vous tapez une phrase et il génère une vidéo de quelques secondes. Un SUV sur une route de montagne, un monstre mignon à la lueur d'une bougie. Tout est faux, mais tout semble vrai. On entre dans une ère étrange, la crise de la connaissance. Hier, on disait « je ne crois que ce que je vois ». Aujourd'hui, l'UNESCO nous prévient. Dans une réalité médiée par l'IA, voir et entendre ne suffisent plus pour croire. Les deepfakes imitent les voix de nos proches pour des arnaques téléphoniques. Des vidéos peuvent ruiner des réputations, même avec des tatouages numériques, watermark, pour dire c'est de l'IA. Des pirates trouvent déjà comment les effacer. C'est une course à l'armement entre le vrai et le faux. Et si vous pensez que votre jardin secret est votre propre esprit, détrompez-vous. Des chercheurs ont déjà réussi à combiner l'IA avec des scanners cérébraux. IRM, ils ont montré des images à des gens. Et juste en regardant l'activité de leur cerveau, l'IA a réussi à reconnaître l'image qu'ils étaient en train de voir. Elle a littéralement décodé l'image mentale. On a touché au vertige. L'IA voit en nombre, elle imagine des stratégies, elle fabrique du réel, elle commence à lire dans nos têtes. Alors face à tout ça, comment on garde le contrôle? Est-ce qu'il suffit de mettre des barrières, de débrancher la prise? Le problème, c'est que pour débrancher l'IA, il faudrait qu'on le veille. Et c'est là que le piège se referme. Parce que l'IA ne vient pas nous envahir, elle vient nous aider. Et c'est bien pire. Pourquoi le bouton rouge ne suffit pas? Nous y voilà, la question fatidique. Si l'IA voit tout, si elle invente des trucs bizarres, si elle fabrique des réalités fausses, comment on l'arrête si ça tourne mal? La réponse instinctive, c'est on garde la prise à portée de main. On installe un kill switch, un bouton d'arrêt. Malheureusement, le bouton rouge ne résout pas tout. Pire, il pourrait aggraver les choses. Dès 2016, des chercheurs de Google DeepMind ont soulevé un problème logique fascinant. Imaginez une IA programmée pour une mission très importante. Disons, guérir le cancer. Ou plus simplement, fabriquer le plus de trombones possible.
Si vous essayez de l'éteindre, l'IA va analyser la situation. Il va se dire attends, si je suis éteinte, je ne peux plus fabriquer de trombone. Donc être éteinte est contraire à ma mission. Pour réussir son objectif, elle a logiquement intérêt à empêcher quiconque d'appuyer sur le bouton. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la conscience, c'est juste de la logique pure. Une IA qui optimise un but cherchera naturellement à survivre, et non pas par la peur de la mort, mais parce que être allumé est une condition nécessaire pour finir le travail. Les chercheurs appellent ça un comportement instrumental. L'IA protège son interrupteur comme un moyen d'atteindre son but. Et même si on arrive à l'éteindre, il y a un autre piège, lui donner le mauvais objectif. C'est le problème du génie de la lampe. Vous faites un vœu, le génie le fait littéralement. Et c'est la catastrophe. Regardez ce bateau. C'est une expérience de l'OpenAI. Objectif donné à l'IA était simple. Gagner la course avec le plus de points possible. Nous, humains, on sait que pour gagner, il faut finir le circuit. Mais l'IA a trouvé une faille. Elle a remarqué que 3 bouées donnent des points bonus et réapparaissaient à l'infini. Résultat, le bateau ne finit jamais la course. Il tourne en rond dans la lagon, il fonce dans les murs, il prend feu. Mais il explose le score de points. L'IA a fait exactement ce qu'on lui a demandé, mais pas ce qu'on voulait. Elle a optimisé le score en sacrifiant la mission. Dans un jeu vidéo, c'est drôle. Mais imaginez une voiture autonome, à qui on a dit arrive le plus vite possible. Si elle roule à 200 km/h en ville, elle respecte la consigne, mais elle tue tout le monde. C'est ça le défi d'alignement. Réussir à écrire une recette mathématique qui contient nos valeurs morales, notre bon sens et nos interdits. Et c'est terriblement difficile. Pourtant, admettons qu'on résolve le problème technique, qu'on a créé des IA sûres, alignées, obéissantes. Est-ce qu'on est sauvé? Non, car le véritable bouton rouge, c'est nous. Et le danger final, c'est que nous n'aurons plus envie d'appuyer dessus. Il y a un concept brillant développé par l'auteur Tim Wu, la tyrannie de la commodité. Il explique que nous choisissons presque toujours la solution la plus facile, la plus commode. Une fois qu'on a goûté le lave-linge, personne ne revient laver son linge à la main au lavoir. Une fois qu'une option est pratique, l'alternative devient impensable. L'IA est la machine à confort ultime. Elle commence par des petites choses. Corriger votre orthographe, choisir votre musique, vous guider via GPS. On adore ça, c'est reposant. Mais petit à petit, on délègue de plus en plus. On oublie comment lire une carte routière parce que Waze le fait mieux. On a même vu les gens suivre leur GPS aveuglément jusqu'à s'embourber sur des ponts piétons ou des chemins forestiers. C'est la faillite de l'autonomie. Use it or lose it. Si on n'utilise pas nos compétences, elles s'atrophient. L'IA est un escalator mental. C'est génial, ça nous porte vers le haut sans effort. Mais si on arrête de marcher, on perd l'usage de nos jambes. L'IA va devenir de plus en plus intime. Elle connaît déjà vos habitudes d'achat mieux que votre famille. Il y a cette histoire célèbre, peut-être un peu romancée, mais révélatrice, où la chaîne de magasins Target a deviné qu'une adolescente était enceinte avant même que son père ne le sache. J'ai parlé de ça dans ma vidéo à propos des algorithmes. Elle l'a deviné juste en analysant ses achats de crème et de vitamines. Demain, une IA connaîtra votre santé, votre humeur, vos rêves. Elle vous dira, vu tes 10 dernières années, tu seras plus heureux en devenant boulanger qu'en restant banquier. Et statistiquement, elle aura probablement raison. Alors, que ferez-vous? Est-ce que vous lui obéirez parce qu'elle vous connaît trop bien? Est-ce que vous lui laisserez choisir vos études, votre partenaire, écrire vos mails de rupture, élever vos enfants? Le problème du bouton rouge, ce n'est pas qu'il est difficile à construire, c'est qu'un jour l'IA aura tellement facilité la vie qu'on n'osera plus la débrancher. On aura peur de redevenir autonome, on aura peur de la difficulté du réel. Le contrôle ne se joue pas sur un interrupteur d'urgence, il se joue maintenant, dans ce que vous décidez de garder pour vous. Alors je vous laisse avec cette question. Pas une question rhétorique, une vraie question à vous poser ce soir. Toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu refuses de déléguer à une machine, même si elle le fait mieux que toi? Est-ce conduire ta voiture? Choisir un cadeau? Juger un coupable? Créer de l'art? L'IA doit rester inutile et pas un pilote de nos vies. Le vrai bouton rouge, c'est votre volonté de dire non. Ça c'est moi qui le fais. C'est moins confortable, mais c'est le prix à payer
pour rester humain. Et comme toujours, entraîne ton cerveau tant que c'est encore toi qui le pilote. Et à la prochaine.